Stéphane Cordobès. Je suis à la fois chercheur, enseignant à l'école urbaine de Lyon, où je m'intéresse plus particulièrement aux questions de prospective, de territoire et d'anthropocène. Et je suis également conseiller expert à l'Agence nationale de cohésion des territoires, où je réalise des missions d'accompagnement des territoires pour les aider à préparer leur bifurcation écologique. Je travaille sur l'anthropocène, sur la bifurcation écologique. Bifurcation, ça désigne tout simplement une évolution dans la trajectoire des territoires, évolution de la trajectoire par rapport à celle que l'on connaît aujourd'hui. Et celle que l'on connaît aujourd'hui, c'est la trajectoire qui a été inventée par l'aménagement et par les politiques. On peut aussi utiliser le terme anthropocène. C'est finalement celle qui devient de plus en plus prégnante dans les sciences sociales, et qui consiste à dire, en fait, l'anthropocène, ça désigne non seulement une nouvelle période géologique, mais aussi une nouvelle période historique. Depuis la Renaissance, nous serions dans la période dite de la modernité, donc qui se traduit par un paradigme culturel. Ce paradigme-là est aujourd'hui remis en cause, à cause des changements globaux que nous constatons, et en même temps invite à entrer dans une nouvelle période historique. Cette nouvelle période historique, on pourrait la nommer anthropocène, et consisterait justement à prendre conscience des transformations que nous avons occasionnées et à se préparer pour les plus pessimistes, diraient, survivre dans cette nouvelle période, pour tout simplement tenter d'anticiper les transformations qui vont avoir lieu, tenter de préparer les territoires à résister, à s'adapter à ces transformations, ou peut-être tout simplement faire évoluer nos manières d'habiter la Terre. Donc là, en l'occurrence, sur le terme résilience, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la résilience permet à des collectivités, à des territoires, à des collectifs situés de penser, de mettre en œuvre la bifurcation écologique. Il me semble que ce mot peut permettre d'avancer dans cette direction et de se mettre en mouvement pour mieux anticiper ce changement global et ses conséquences dans les territoires. Mais pour moi, la résilience, alors ça désigne une trajectoire évidemment, mais c'est avant tout une posture. C'est avant tout une posture et un mode d'organisation. J'aime bien cette comparaison avec le système vivant. Les écologues ou les biologistes qui s'intéressent au système vivant soulignent en fait que les systèmes vivants sont souvent très résilients. En tout cas, les systèmes vivants qui sont très résilients sont en général des systèmes qui ne sont pas optimisés. Plus on optimise un système, moins il est résilient. C'est exactement pareil pour les systèmes territoriaux. Plus on va avoir des systèmes territoriaux qui sont optimisés, moins ces systèmes seront résilients. Tout simplement parce que soit ils atteignent un niveau de complexité, soit ils disposent de si peu de marge de manœuvre pour réagir que finalement, ils ne sont pas résilients, ils s'écroulent. Et jusqu'à présent, si l'être humain a survécu, si les espèces vivantes survivent, c'est parce que nous ne sommes pas optimisés. On a des déperditions d'énergie, on a des organes qui servent à rien, etc., etc. Et c'est cette non-optimisation qui nous rend résilients et qui nous permet de nous adapter. Je pense que c'est un élément vraiment déterminant. Concernant la résilience, il y a, il me semble, une méprise néanmoins qu'il faut être vigilant à écarter. Cette méprise, en fait, consiste à considérer que la résilience, c'est un processus par lequel, après un choc, un système revient à son état d'équilibre. Dans les territoires, ces différents termes ont une certaine résonance parce qu'ils renvoient à un certain référentiel et la manière de l'interpréter me semble peut-être contre-productive. D'abord, il faut, je crois, souligner que la trajectoire dans laquelle nous sommes engagés, le changement global, dont le changement climatique n'est finalement qu'un des aspects, est irréversible. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc déjà, le terme de retour à un état d'équilibre pourrait poser problème. Non, un territoire qui veut penser sa résilience n'est pas dans une logique de retour à une situation d'antan qui serait plus heureuse et souhaitable. Les lois de la thermodynamique, de l'histoire, de l'évolution sont telles que ce n'est pas un retour à.
L'autre manière de comprendre la résilience, c'est plutôt de considérer que les territoires constituent des systèmes ouverts, dynamiques, et que les politiques publiques ne sont que des leviers d'action pour gérer ce système ouvert et dynamique. Dans ce cas-là, la résilience, ce n'est pas une tentative de retour à un équilibre placé, c'est plutôt un travail pour maintenir, créer des conditions d'habitabilité du territoire satisfaisantes dans les années qui viennent et en fonction des événements qui vont survenir. Ce défi constitue, selon moi, à la fois un événement majeur et une invitation centrale à agir et à repenser nos politiques publiques. Une des questions centrales pour penser la résilience demain d'un territoire, avec cette définition que je donne du territoire, c'est avec qui on va penser cette résilience. Et puis l'autre solution, en fait, qui me paraît la bonne, c'est de considérer que cette question se pose à tout à chacun, où qu'il habite, où qu'il soit, quel que soit son travail, quelles que soient ses activités, quelles que soient ses passions. Le tout un chacun, c'est à la fois les institutions, mais c'est aussi les individus. Évidemment, j'ai parlé des individus, j'ai parlé des institutions. Il me semble que les territoires ou les collectivités locales figurent parmi les acteurs qui sont non seulement les plus concernés, on pourrait y revenir, mais qui sont aussi les plus à même d'avoir une action efficace. Alors pourquoi cela semble intéressant ? Ça semble intéressant parce que le territoire, au-delà des institutions qui le gouvernent, au-delà de l'ensemble des services, des équipements qui le caractérisent ou des frontières qui le limitent, le territoire, c'est avant tout un collectif d'acteurs qui partagent des valeurs, qui partagent un mode d'existence, qui dépendent des mêmes conditions d'existence, auront sans doute une efficacité plus importante que celle que l'on constate aujourd'hui au niveau des États ou que l'on constate aussi au niveau des individus. Penser l'action de la bifurcation par les territoires me paraît être une approche non seulement pertinente, mais peut-être la plus pertinente aujourd'hui. Ça pose évidemment la question de la prospective et des différentes pratiques de prospective. Sans rentrer dans le débat ce qui est ou ce qui n'est pas prospectif, qui n'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de considérer la prospective comme un processus de transformation des représentations, des manières de penser le territoire, des manières de faire territoire collectivement, des manières d'agir dans le territoire. Quand je fais de la prospective, je me sers du futur comme un prisme pour penser les enjeux qui sont déterminants pour le territoire. Grosso modo, faire de la prospective, c'est qualifier les enjeux qui engagent mon futur et inventer les actions qui vont permettre d'y répondre. La question, c'est comment on invente ces actions. Et de la même manière, sur la résilience, c'est comment on met en œuvre cette résilience ou comment on se prépare à être résilient. Et là, il me semble qu'il y a un élément tout à fait déterminant à prendre en compte, en particulier dans le cadre de l'Anthropocène, c'est que l'Anthropocène étant nécessitant non seulement des réorientations politiques, traduisant non seulement des transformations de la planète et du monde dans lequel on vit, le basculement dans l'Anthropocène, c'est aussi un changement culturel. Et ce changement culturel fait que pour y répondre, pour être présent au rendez-vous, va nécessiter non seulement qu'on change nos politiques, qu'on change nos techniques, mais que l'on change aussi nos manières de penser et d'agir dans le territoire. Ce qui renvoie d'ailleurs à la dimension de l'émotion et de la sensibilité. Il va falloir qu'on change notre sensibilité. Et de ce fait, certaines pratiques de prospective qui se font en immersion contribuent à changer ses représentations, ses sensibilités. Dans l'Atlantique Nord, en face le Canada, à l'entrée du Saint-Laurent, dans une île française qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un des territoires français qui va être le plus rapidement impacté par le changement climatique, tout simplement parce que
C'est une île, mais il se situe il se situe dans une partie de la planète où le réchauffement est 2 fois plus rapide qu'ailleurs. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc, où j'ai eu le loisir de travailler, je suis sur l'île de Miquelon, avec une vue tout à fait magnifique, à un isthme qui relie Miquelon à Anglade, un isthme de sable, avec un espace dunaire. Et donc, face à ce très beau paysage, je suis avec des acteurs locaux qui m'expliquent que dans les années qui viennent, cet isthme va disparaître. Donc, à la fois, cette image très belle, une espèce de résonance, comme quand on regarde un beau paysage et qu'on est sensible à ce paysage, et en même temps, un discours, des explications qui quelque part, soulignent que ce qu'on voit là n'existe déjà plus. La catastrophe est déjà là, c'est là et ce n'est plus là.